Donc avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui permettent cet événement aujourd'hui. Donc que ce soit les sponsors, mais aussi les organisateurs d'un événement comme ça. C'est toujours agréable d'avoir des initiatives de ce type-là qui permettent d'échanger sur les choses qui nous passionnent. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Et donc, on va démarrer pour cette présentation, qui a un titre un peu long. Outiller son processus et rester agile, c'est possible. Donc, c'est ce que je vous propose de vous donner mon avis et ma perception sur ça, sur ce sujet-là. Je m'appelle Étienne Margraff, je me présenterai sur le slide juste après. N'hésitez pas à tweeter, je pense qu'on vous en a déjà parlé, il y a un hashtag qui est là. Vous pouvez me suivre sur Twitter. J'ai un concours avec un collègue pour avoir le maximum de followers, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je m'appelle Étienne Margraff, je suis développeur depuis de nombreuses années et je fais de l'accompagnement. J'ai fait de l'accompagnement agile et outillage dans différentes équipes, dans des dizaines d'équipes différentes pendant plus de 5 ans, donc à peu près 6 ans. Et depuis très récemment, je suis un titre qui peut être un peu étonnant, évangéliste technique chez Microsoft. Donc ne vous inquiétez pas, vous repartirez avec vos croyances respectives. Le but, c'est de parler des outils que j'aime bien et des méthodes et des pratiques que j'aime bien et l'expliquer aux gens et expliquer pourquoi je trouve ça bien et pourquoi ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Voilà. Et surtout, je suis convaincu que les outils ne sont pas un frein quand on les utilise correctement et qu'on les met en place dans le bon ordre et qu'on ne fait pas un Big Bang dès le départ. Alors, donc de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'énormément de choses. Donc on n'a que 45 minutes, donc je vais sélectionner quand même certains aspects, mais on va parler de backlog, on va parler de tableau, on va parler de tout ce que vous pouvez imaginer en agilité, tous ces termes-là, de déploiement continu, de planification agile. Et donc comme on va parler de tout ça, ça ne sera pas exhaustif, ni dans les outils, ni dans les méthodes. J'ai l'impression qu'il y a un écho, non? Ouais. Alors je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Est-ce que c'est mieux? Non. Oui? Je ne suis pas convaincu moi-même là. Voilà, donc on va essayer de... Je ne vais pas pouvoir être exhaustif parce qu'il y a beaucoup trop de sujets, mais vous allez voir l'axe d'approche que j'ai choisi. Donc ce que je vais essayer de vous donner comme avis de ma part, c'est quand est-ce qu'il faut utiliser ces outils. On va essayer de voir si ça ajoute de la friction ou pas, et je vais vous montrer que ça peut ne pas en ajouter. Et comment on fait pour garder la flexibilité, etc. Et surtout, en fait, ne pas faire de Big Bang. Pas dire je démarre d'un coup, j'utilise tout, et du coup, finalement, ce n'est pas utilisé parce que j'ai mis en place trop de choses. Alors pour faire ça, pour vous parler de tout ça, j'aurais pu faire un retour d'expérience de un ou plusieurs clients que j'ai accompagnés. J'aurais pu simplement vous montrer des outils, vous expliquer comment je les utilise. Mais j'ai plutôt choisi un autre axe d'approche qui est en rapport avec mon t-shirt, vous allez voir. Et je vais vous parler de John. Alors John, vous connaissez peut-être, pas, je ne sais pas. John, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui est extraordinaire. Il a une imagination débordante. Vous n'imaginez pas, d'ailleurs, l'imagination qu'il peut avoir. Et justement, John a une idée. Et cette idée, comment il l'a? C'est qu'en fait, il habite dans un endroit à Paris, peu importe. Puis, il y a certains endroits à Paris où il y a pas mal de chats, errants ou pas d'ailleurs, qui font pas mal de bruit tout le temps et ça l'empêche de dormir. Et quand il n'arrive pas à dormir, du coup, il y a son esprit qui bouillonne et il se dit que les chats aussi, ils ont envie de communiquer. Parce qu'il les entend le soir, ça l'empêche de dormir. Donc ils ont envie de parler les uns avec les autres, et puis ils voient qu'ils discutent entre eux là où ils sont localisés, donc c'est dans la rue, mais peut-être qu'ils ont envie de parler avec les chats de la ville entière, peut-être du pays, peut-être même de la galaxie, on ne sait pas. Et donc ils décident de créer Entre Minous, le premier réseau social pour chats. Donc voilà de quoi on va parler, vous allez voir, il y a un rapport avec l'histoire quand même. Donc il décide de créer ça, et puis il fait un petit barbecue avec un copain, c'est en été que ça se passe, vous en doutez, on ne fait pas en hiver. Et ils en discutent, et son pote trouve que c'est une super idée, et donc ils démarrent ensemble. Puis ils avaient déjà travaillé sur certains projets tous les deux, donc ils ont l'habitude en plus des pratiques agiles, ils viennent à l'Agile Tour depuis très longtemps. Et donc du coup, ils décident d'utiliser le meilleur outil pour l'agilité qui existe, et je pense que vous serez d'accord avec eux, en tout cas moi je suis d'accord avec moi-même déjà, ce qui est pas mal. C'est un tableau blanc, des post-it, on met des colonnes, on met les choses à l'intérieur, ils se mettent dans un bureau, ils sont tous les deux, ils sont chez John, c'est parfait, ils démarrent et ils commencent à travailler de cette manière-là. Donc Entre Minous est lancé, ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. Le museau à oreille fonctionne, parce que pour les chats, il paraît qu'on ne dit pas bouche à oreille. Et donc John, en plus, comme il a plein d'idées, il a de plus en plus d'idées, donc ça bouillonne de plus en plus. Et donc du coup, le tableau devient un peu moins agile. Donc il y a de plus en plus de choses à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à faire, ils n'arrivent pas à tout faire, ça s'accumule, ça s'amasse. Et donc il a besoin de quelqu'un en plus. Donc il embauche un développeur web, puis il n'embauche pas n'importe qui.
il se rappelle qu'il a un copain avec qui il était au collège, et puis même il a fait pas mal de choses, qui monte des startups à San Francisco. Donc il en a fait plusieurs, il est entre deux projets, puis en plus il a plein d'argent. Donc ça tombe bien, il lui en parle, il trouve ça génial. Ils vont exploser Facebook, ils vont faire beaucoup mieux, mais pour les chats. Et donc du coup il travaille à distance. Par contre il est obligé de rester là-bas parce qu'il a toute sa famille à San Francisco. Donc il commence à travailler comme ça, mais comme il est à distance, l'outil doit évoluer. Vous vous doutez bien que le tableau de post-it, c'est bien gentil, mais quand on n'est pas dans la même ville, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Donc, on revient sur un truc un peu plus sérieux quand même. Je vous ai dit qu'il y avait un rapport. Hein. Voilà, donc il réfléchit à quel outil pourrait l'aider pour partager ce genre de choses. C'est une des raisons, hein, c'est de vouloir partager quand on n'est pas au même endroit, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Donc ce qu'il veut, c'est pouvoir gérer un backlog, une liste de choses. Il veut pouvoir gérer les éléments du backlog et les trier, les ordonner. Il veut pouvoir visualiser ça sous forme de tableau, avoir un historique. Si déjà on est en informatisé, on peut imaginer qu'on a ce genre de choses. Il veut que ce soit accessible partout. Et donc, il regarde un petit peu ce qui existe. Donc, il y en a plein que vous connaissez peut-être, hein, Trello, Jira, il y a iScrum aussi que je note ici parce que c'est une initiative française que vous connaissez certainement, et un outil de Microsoft, dont je vais vous parler, qui s'appelle Visual Studio Online, qui est un outil aussi qui existe depuis un certain temps déjà, et qui permet de faire ce genre de choses de manière très simple. Donc, je vais vous montrer comment il va faire. Alors, c'est parti. Donc, j'ai ici mon projet Entre Minou, avec la team Entre Minou ici. Alors je vous passe les détails de tout ce qu'on peut faire dans cet outil. On peut gérer le code avec Git ou avec l'outil qui est de base dans Visual Studio Online. On peut gérer ce qu'on va appeler le travail, qui est la partie agile, ce qui va nous intéresser ici. Et puis on peut gérer l'intégration continue, gérer la partie test que je vous montrerai tout à l'heure, avec l'histoire de John évidemment. Parce qu'en fait, tout ça, je vous le montre parce que c'est John qui m'a demandé de vous montrer. Hein. Il y a pas de... Donc, du coup, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il se retrouve avec une liste de choses à faire, un backlog, et puis il peut en ajouter facilement. Par exemple, il peut dire avoir de la pub, parce que quand même, il faut gagner de l'argent hein, dans les réseaux sociaux. Donc, il rajoute un élément, ça fait un nouvel élément dans son backlog. Il peut le prioriser, donc il peut le déplacer à l'intérieur. Donc, c'est un site web, mais c'est comme une interface client riche normale. Et ces mêmes informations-là, il peut les voir sous forme d'un tableau de post-it. Donc rien de sorcier. Il peut dire, bah voilà, ça j'ai envie de le déplacer ici et que ça devienne, que c'est quelque chose que que j'ai approuvé ou que je vais réaliser. Voilà. Donc il est content, il a son tableau qui est remplacé, il travaille, ils sont 3. C'est super bien. Donc il va voir plein d'endroits pour récupérer de l'argent pour démarrer, parce qu'au début il n'a pas d'utilisateur. Il arrive à lever de l'argent, le projet avance. Et du coup, il embauche un peu plus de personnes. Et là, il avait démarré pas forcément avec une méthode bien identifiée. Hein. Ils avaient utilisé quelques concepts de l'agilité, et avec notamment le tableau. Et là, il veut mettre les choses un petit peu plus carrées. Il veut potentiellement mettre en place du Scrum un peu plus poussé. Imaginons que ce soit cette méthode. Et il a besoin de suivre plus d'informations. Il a besoin d'un peu plus d'outils. Donc pour ça, il se dit, bah, alors, de quoi j'ai besoin? Il a besoin de gérer les éléments de base, en plus des éléments du backlog, des tâches, des bugs, ce genre de choses. Il a besoin de pouvoir faire de la planification agile, de savoir où ça en est, de pouvoir assigner ça à des sprints, ce genre de choses. C'est les mêmes outils, et chacun de ces outils permet à sa manière d'aller aussi loin quand on en a besoin. Donc j'insiste sur le fait qu'il n'est pas obligé de le faire, c'est juste qu'à un moment donné, il a besoin de faire ça, donc il met en place cette petite chose en plus. Je vous ai spoilé la suite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la gestion de backlog qui est là, plutôt que de simplement dire j'ai cet élément et puis je vais le faire passer dans les différents états, il a la possibilité ici d'avoir des sprints. Donc là, ça s'appelle sprint 1, mais on peut l'appeler comme on veut. C'est une itération avec une date de début et une date de fin. Et puis, simplement, il va dire, alors poster la photo, c'est important, je le mets dans le sprint 1. Là, je vais très vite, on est d'accord qu'en agilité, ça ne se fait pas comme ça, en décision que c'est important et tout ça, mais il utilise la méthode qu'il veut pour prioriser ces éléments et les mettre dans son sprint. Et il les affecte de cette manière-là. Et puis quand il va à l'intérieur du sprint, il a la même vue, mais que pour ce sprint-là. Et un peu plus détaillé, puisqu'il peut y ajouter des tâches. Donc là, il y en a déjà quelques-unes. Par exemple, commenter une photo, il faut certainement faire ajouter le formulaire pour commenter, de commentation, je ne sais pas si ça existe. Voilà, et donc il détaille les différentes tâches. Et une fois qu'il a fait ce travail, certainement dans une réunion avec tout le monde, toute l'équipe, pour le détailler et chiffrer éventuellement chacune des tâches, il a la possibilité de le visualiser sous forme de tableau. Donc toute l'équipe peut venir ici, avoir une vue pour chacun des éléments du backlog, et puis pour chacun de ces éléments, il y a des tâches qu'on peut déplacer et qu'on peut assigner à des personnes et mettre dans différents états. Voilà. À partir de là, donc il y a d'autres outils plus poussés, mais ce n'est pas le but de vous montrer tout ça en détail ici. À partir de là, c'est super bien, il est très content, parce que les évolutions vont super vite. Donc, il est content. Sauf que, comme ils vont très vite, ils se précipitent un petit peu, ils n'ont pas tout mis en place, et donc du coup, il y a des bugs qui apparaissent à chaque version. Donc il est un peu moins content.
ce qui est un peu normal. Hein. À chaque fois qu'il corrige un truc quelque part, ça pète ailleurs. Enfin bon, ça devient n'importe quoi. Ils vont un peu trop vite. Et donc, du coup, il se dit comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème. Il accueille un testeur dans son équipe de développement agile. Et pour faire ça, il a besoin il veut savoir comment est-ce qu'il peut faire pour que cette personne-là, en plus d'être inclus humainement dans l'équipe, qu'elle puisse travailler avec les outils et être au même endroit au niveau des outils. Et donc, il y a tout un tas d'outils qui existent, dont les objectifs sont très simples. Hein. Créer une liste de tests, qu'on pourrait faire dans Excel, par exemple. Avoir des indicateurs qualité. Et reporter des anomalies sans que ça prenne des heures et que ce soit simple. Et que, idéalement, ça s'envoie dans l'outil des développeurs également. Donc, il y en a plein qui existent. Il y a des outils d'HPE, des outils gratuits comme TestLink, par exemple. Et il y a quelque chose, évidemment, hein, vous en doutez, dans Visual Studio Online qui va vous permettre de faire ça. Mais le principe reste le même. Hein. Encore une fois, j'utilise ça parce que j'aime bien cet outil, pas parce que c'est Microsoft. Hein. Donc, je vais dans l'onglet Test qui est ici. Et à partir de cet onglet-là, j'ai une version d'un outil, pour ceux qui connaissent Quality Center, par exemple, c'est à peu près les mêmes types de concepts. Donc on a un plan de test dans lequel on va ajouter des cas de test, qui sont des scénarios de test, en fait, simplement. On peut en créer un nouveau, donc je vais créer un nouveau cas de test ici. Donc j'ai un scénario pour le sprint 1. Je vais l'appeler vérifier l'ajout de commentaires. Voilà. Et puis on définit les différentes étapes. Donc lancer le site. Ensuite, ajouter un commentaire, enfin quelque chose de très simple, et puis voilà, puis fermer le site. Et donc là, le résultat auquel on doit s'attendre, c'est le commentaire s'ajoute. Donc quelque chose de très classique dans la notion de test. On a ce test qui apparaît ici, on en a un qui existe déjà, là, qui a échoué, qu'il avait déjà créé au préalable. Et quand j'ai envie de vérifier ça, alors soit je le fais, il y a un client lourd qui existe aussi, mais on n'est pas obligé de l'utiliser, soit je passe par là, je démarre l'exécution de mon test. Et donc, il va m'ouvrir une espèce de pop-up dans lequel j'ai la liste des choses que je dois faire. Je vais me mettre comme ça, là. Voilà. La liste des choses que je dois faire pour valider que mon scénario fonctionne correctement. Donc, en gros, c'est ce que j'ai écrit dans le scénario. Lancer le site, etc., etc. Je vais sur mon site. Alors, vous allez voir, il a un petit peu copié Facebook. Hein. Bon, ça ne faut pas lui en vouloir. Donc, avec la pub sur les côtés, tout ça. Donc là, la première étape, c'est lancer le site. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, donc il va valider que ça s'est passé correctement. Ajouter un commentaire. Très bien, donc je saisis quelque chose, je clique sur publier. Et là, il ne se passe rien. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'était prévu. Donc, du coup, il va indiquer qu'il y a un problème. Il peut mettre un petit commentaire pour dire ça ne marche pas. Voilà. On aime bien ça quand on est développeur. Hein, ça ne marche pas. Bon, lui, il aura plus que 45 minutes pour le faire, donc du coup, ça tombe bien. Et puis, quand il se dit, bah, c'est vraiment un problème que j'ai envie de remonter au développeur, donc je vais créer une fiche de bug à partir de ça. Il clique sur créer un bug ici, et là, automatiquement, sa fiche de bug, ah voilà, c'est bon. Sa fiche de bug est pré-remplie, donc il y a juste à mettre un titre, ça plante. Je savais que ça vous ferait plaisir. Et à l'intérieur de cette fiche, on a la liste des étapes qu'il a réalisées, celles qu'il n'a pas fait qui sont marquées en none, et celles qui ont échoué qui sont en fail, et donc on sait ce qui s'est passé et quel est le problème qui a eu lieu. Donc je fais save and close, et comme on est en agile et qu'il a demandé de le faire de cette manière-là, quand on retourne dans l'outil de gestion de backlog ici, en fait c'est un élément du backlog, le bug, donc si je reviens dans mes backlog items, je le vois bien comme un élément à cet endroit-là, et puis je peux le planifier dans un futur sprint ou le prendre en compte tout de suite si besoin. Si je clique dessus, évidemment, hein, vous doutez que j'ai le détail que je vous ai montré à l'instant. Voilà, donc là il est content, il est toujours content, hein, John, mais particulièrement là, puisque les tests assurent une qualité incroyable, il n'y a plus aucun bug, il n'y a plus aucun problème. C'est pas toujours comme ça dans la vraie vie, mais imaginons. Et donc du coup il est super serein. Il se sent bien, il a envie de déployer super souvent. Et pour déployer à chaque itération, au début, il le fait à la main. Donc, il utilise un service de cloud. Donc là, en l'occurrence, il utilise Azure pour pouvoir déployer son site web. Et c'est un peu long parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui doit le faire et puis il oublie de le faire, il le fait mal et tout ça. Donc, il a envie d'automatiser son déploiement. Et alors, comment il fait pour faire ça? Il y a plusieurs solutions qui existent qui ne sont pas dédiées au déploiement, mais c'est pour ça que je vais l'utiliser. Donc, qui permettent, entre autres, de compiler le code, la dernière version du code, par exemple, de vérifier la qualité de ce code, de packager une version, de faire ce qu'on appelle en fait de l'intégration continue, donc de vérifier fréquemment la qualité du code, et puis d'exécuter des tests unitaires, peut-être, s'il y en a, et puis de générer un package. Et ce package, on peut ensuite l'utiliser pour déployer soit à la main, soit déployer de manière automatisée à la fin du processus. Si tout s'est bien passé, on déploie. Pour ça, il y a plein d'outils qui existent. Jenkins, Hudson, enfin, des outils que vous connaissez certainement, et Visual Studio Online.
Alors, donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, justement, ça tombe bien puisque son site est dans Azure. Vous avez pu peut-être le voir ici, là, c'est azurewebsite.net. Et en fait, ce site-là, il est hébergé, je vous passe les détails d'Azure, hein, il y a énormément de choses à l'intérieur, mais notamment, il y a un endroit sur le site web Entreminou Web ici, où il peut dire, je veux configurer le déploiement à partir du contrôle de code source. Il veut que ce soit simple. Il n'a pas le temps de regarder dans les détails comment ça fonctionne. Il clique là-dessus. Et là, alors, en l'occurrence, il utilise Visual Studio Online pour mettre son code, ce qui est bien, qui lui permet de le synchroniser, mais il pourrait utiliser du GitHub, il pourrait utiliser Dropbox, même, c'est bizarre comme contrôle de code source, mais pourquoi pas, Codeplex ou un autre référentiel externe, s'il a besoin. Et donc, il sélectionne ça, puisque c'est là où il a son code. Il donne les informations, donc ça change en fonction du contrôle de code source qu'on utilise. Et puis, il va cliquer sur les trucs qu'on lui demande, c'est rien de très compliqué. Il clique sur un bouton, voilà. Et ce qui va se passer à ce moment-là, je choisis mon projet Entreminou. Okay. Donc il y a le lien qui se fait avec le projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc là je suis dans Visual Studio, mais on pourrait le voir aussi dans le site web. Ça, je vais zoomer un peu, voilà. Il a créé ici quelque chose qui s'appelle entreminouweb._cd, donc qui est Continuous Deployment, qui a tout qui est configuré. Si vous avez des questions sur ça, on pourrait en parler après, ce n'est pas le but d'aller en détail, là, encore une fois, mais il y a tout qui est configuré à l'intérieur pour la base du déploiement. Donc là, encore une fois, c'est à partir de Visual Studio, ça pourrait être à partir d'un autre contrôle de code source, et donc il a simplement à exécuter ça, voire même, il peut dire, dès que quelqu'un fait un commit dans le code, ça lance ce processus-là, et du coup, ça met à jour toujours une version. Ça pourrait être une version qui est pour le testeur uniquement, ça pourrait être de la prod, il y a certaines personnes qui font ça, et Facebook par exemple fait ça, dès que quelqu'un fait un commit, ça passe par un process automatisé et ça part en prod quasiment automatiquement. Et donc là, en fait, on a l'historique des différents déploiements qu'il a effectués. Et en fait, le principe, c'est tout simple, c'est qu'il y a une machine quelque part dans le cloud, il y en a plusieurs, et puis dès qu'il demande ça, ça en provisionne une, ça exécute tout le processus de compilation, ça déploie, et puis ça libère la machine. Donc rien de compliqué. Puis une fois qu'il a fait ça, il a son historique, il sait si ça s'est bien déployé ou pas, il a les logs potentiellement, et surtout, il ne met pas de friction entre son code et son site qui est en production, qui est ici. Voilà, donc là, c'est super. Encore une fois, il est content. Entreminou est tendance, c'est super. Les chats affluent, il y a de plus en plus de personnes dessus, la plateforme devient de plus en plus grande. Et là, John, il en profite pour faire le point. Donc, il fait une petite retraite au bord d'un lac, tranquille. Il pêche un peu, et puis au moment où il pêche une truite, ça n'a pas de rapport dans l'histoire, mais c'est à ce moment-là, il se rappelle qu'en fait, ce qu'il a appris dans les différents événements qu'il a suivis sur l'agilité, ce genre de choses, il se rappelle qu'au final, l'agilité, on s'en moque. Même l'informatique, on s'en moque. C'est pas ça le problème. C'est pas ça ce qui nous intéresse vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est les chats. Enfin, dans son cas, c'est les chats. C'est l'utilisateur. Parce qu'au final, tout ce qu'on met en place en termes de méthode, c'est pas pour faire de l'agile. On ne fait pas du Scrum pour faire du Scrum. On fait du Scrum pour mieux atteindre notre objectif, qui est résoudre un problème d'un utilisateur. Et donc là, il se dit, il fait ça pour les utilisateurs, il se rappelle justement de ça. Et puis il se dit que si ça se trouve, les chats, ils ont des idées aussi potentiellement. C'est eux qui l'utilisent, la plateforme, donc ils ont peut-être des choses en tête. Et donc, il a envie de prendre en compte leurs demandes. Ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Hein. Dès qu'on commence à faire un peu d'agilité, on sait que c'est pour les utilisateurs, on veut comprendre ce dont ils ont besoin. Donc il y a, pour ça, donc, il cherche un moyen pour les intégrer en plus à son processus à lui, à son outil qu'il utilise, et il veut le faire sans que ce soit très compliqué à faire. Donc il cherche une solution pour faire ça. Donc les objectifs sont très simples, je viens de les donner. Hein. Le but, c'est d'arbitrer facilement. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a beaucoup d'utilisateurs sur un produit, par exemple Windows, on va dire. Windows, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de demandes, beaucoup d'idées. La question, c'est toujours, tiens, pourquoi ils n'ont pas fait ça dans Windows, dans la nouvelle version de Windows, pourquoi ils n'ont pas fait ça? La raison, c'est parce qu'à un moment donné, il faut déjà qu'on sache ce dont ont besoin les utilisateurs, donc il faut leur demander. Et en plus, il faut prioriser ces éléments, parce que même dans une très grosse équipe, on n'a pas illimité en ressources, donc il faut choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on fait très bien en Agile. Donc pour faire ça, il faut avoir un outil dans lequel on peut prioriser ces demandes. Et donc il y a deux outils qui existent, un qui s'appelle GetSatisfaction, qui existe depuis un certain temps, et un autre qui est un peu plus récent, qui s'appelle User Voice, et c'est celui-là que je vais vous montrer. Donc il y a une boîte, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais qui a créé ça, donc c'est quelque chose d'indépendant de Visual Studio. Je vais me connecter, j'ai oublié. Comme ça, vous allez tous voir mon compte Facebook, c'est très bien. Ah non, c'est bien fait. Voilà, donc le principe de User Voice, c'est que vous créez un compte. Donc là, j'en ai créé un, c'est gratuit hein, pour
pour l'utilisation de base. J'en ai créé entre minou.uservoice.com. Et là-dedans, les utilisateurs peuvent venir, créer un compte, ajouter des idées, des demandes, des problèmes, des insultes, enfin ce qu'ils veulent. Et les autres utilisateurs peuvent voter. Donc chacun a 10 votes et peut dire « je donne jusqu'à 3 votes à une idée ». Ce qui fait qu'au final, naturellement, là-dedans, de manière complètement organique, on va avoir les... je ne sais pas si organique est le bon mot, mais de manière naturelle, on va avoir les idées les plus importantes et qui concernent le plus de gens qui vont être remontées tout en haut de la pile. Et du coup, on peut les voir. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de donner la parole et que ça soit fait de manière, sous forme de démocratie. Ou presque. Quand on est administrateur de cette plateforme-là, on a la possibilité, donc vous allez voir, il y a un lien quand même avec Visual Studio Online, faut pas... Je viens de cliquer sur quelque chose qui ne marche pas, voilà, qui n'a servi à rien, en plus, console administration. Donc, dans la partie administration de User Voice, on a la possibilité depuis très récemment de le connecter à des choses externes, donc d'autres endroits, parce qu'au final, on prend les besoins là-dedans, mais on les met ensuite dans son outil. Et notamment, on a la possibilité de le connecter, donc il y a plein de choses, il y a Facebook, enfin quelque chose, et il y a Visual Studio Online également. Donc on peut dire, j'ai un besoin là-dedans et je le mets dans VS Online. Je vais vous montrer comment ça marche. Super simple en plus. Donc j'ai un besoin, celui-là par exemple, chercher des amis par type de poil parce que moi je parle qu'aux Angora. Donc c'est un besoin tout à fait légitime. En plus il y a eu 3 votes, donc ça veut dire que c'est super important je pense. Donc on va dans cet élément-là, on peut répondre si besoin. Ce qu'on fait nous chez Microsoft et d'autres personnes le font également, d'autres éditeurs. Je clique sur admin et puis j'arrive sur la partie administration. J'espère, voilà. Et à partir de là, je peux lui demander de créer ça dans Visual Studio Online. Donc je clique là-dessus, je peux changer le nom si je veux. Je dis si c'est plutôt un bug ou un élément du backlog, quelque chose qu'on va devoir implémenter, plutôt un besoin ou plutôt un problème à résoudre. Je pourrais le lier à un élément qui existe déjà, parce que potentiellement, moi je suis administrateur du User Voice pour Entre Minou, mais je sais que j'ai aussi la liste des choses et des problèmes qui existent. Et donc j'ai envie de le lier pour dire bah, ça c'est un bug que j'ai déjà vu, je vais rajouter des informations supplémentaires. Donc là on va créer un élément du backlog, parce que chercher des amis par type de poil, c'est plutôt une nouvelle fonctionnalité. Je soumets ça, et donc il va faire la synchronisation dans Visual Studio Online que j'ai configuré auparavant. Je vous ai épargné la période de configuration. Et donc si je retourne dans mon backlog, alors évidemment ça ne marche pas. Voilà. Donc j'ai recherché des amis par type de poil. J'aurais jamais pensé dire ça un jour devant autant de personnes. J'ai un lien qui me permet de me rediriger vers le User Voice. Donc ce n'est pas une intégration très compliquée, heureusement, parce que plus c'est compliqué, plus ça pose des problèmes, ce type d'intégration. Là, c'est juste un lien entre les deux, et User Voice va se mettre à jour quand je vais faire des choses. Donc si par exemple je dis, bah, tiens, ça, on l'approuve, je vais voir dans User Voice en tant qu'administrateur, ici, New va être remplacé par approuvé. Et donc, si je fais je ne sais pas si c'est aussi rapide que ça, on va voir. C'est pas aussi rapide que ça, mais bon, le jour où je viens sur cette plateforme et puis je me dis, ah tiens, il y a quelque chose qui a été pris en compte par l'équipe, j'ai la possibilité d'indiquer aux utilisateurs de User Voice que c'est planifié, par exemple, et de l'enregistrer. Ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, si je viens là-dessus et que moi je vais tous les jours, voire toutes les 10 minutes parfois, quand j'ai quelque chose de super important et que je veux que ça soit fait tout de suite, bah, je vais voir que je me suis trompé de page. Bon, hop, User Voice. Voilà, donc on voit que c'est planifié. Et du coup, bah, ça permet de tenir au courant les utilisateurs aussi. Donc ça marche là parce que c'est du grand public. Quand on est sur des utilisateurs internes à votre entreprise, ça pourrait marcher aussi parce qu'on peut en faire des privés. C'est plutôt adapté à du grand public. Une fois qu'on a fait ça, ben, du coup, on n'a plus qu'à le planifier dans un sprint, à le réaliser, etc. etc. Donc, vraiment très simple à mettre en place. Alors, j'aurais dû mettre un slide entre les deux. Donc là, pour l'instant, il a vécu sur des levées de fonds, John. Là, maintenant, il a envie de gagner de l'argent, donc il regarde comment font les autres. Jusqu'à présent, les pubs, c'était des faux trucs, juste pour que les utilisateurs s'habituent. Et il rachète Miaou Régie, qui est une régie pub spécialisée dans les croquettes à base de poulet. Et donc, il rachète cette équipe-là pour intégrer ça directement dans son site et vendre des espaces publicitaires. Et donc, cette société a déjà une équipe de développement, puisqu'ils n'étaient pas sans ça. Cette équipe-là, elle n'utilise pas Visual Studio Online, ce qui peut arriver, c'est normal, mais elle utilise Trello, que vous connaissez peut-être, c'est assez connu pour faire ce genre de choses, c'est assez souple pour gérer une liste de post-it. Et donc, il sait comment ça se passe en général, les rachats ou les intégrations d'équipes, ça peut y avoir des petites frictions, donc il n'a pas envie de les brusquer tout de suite. Il se dit, bah, comment est-ce que je vais faire quand même? Pas de panique.
on va synchroniser le temps qu'ils puissent s'adapter. Donc avant qu'ils arrivent à comprendre comment marche Visual Studio Online et s'intégrer bien dans l'équipe, on va d'abord mettre en place la synchronisation. Alors, de manière plus générale, pas que pour Trello, ça c'est le retour que moi j'ai de mon expérience, faire communiquer des outils les uns avec les autres, c'est très bien, mais ça peut rapidement devenir le début des problèmes. Je vous le dis comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir, de manière générale, peu importe ce que vous utilisez comme outil ou comme éditeur, il vaut mieux avoir tout du même éditeur, parce que ça va très bien communiquer ensemble, qu'un patchwork de plusieurs choses d'éditeurs différents. J'ai déjà essayé plusieurs fois et on a eu des problèmes. Donc, ça c'est le premier objectif, c'est de s'intégrer dans l'informatique qui existe déjà, parce que souvent, quand on commence à faire de l'agilité, toute la société ne le fait pas. Donc, on a quand même besoin de s'intégrer un petit peu dans ce qui existe déjà en termes de reporting et ce genre de choses. Donc, pour que ça passe correctement, il faut qu'on fasse des petites synchros entre des éléments de notre plateforme qui est purement agile vers une plateforme qui est un peu moins agile. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est de s'ouvrir à des nouvelles équipes qui veulent arriver et comprendre, leur montrer qu'on les comprend et qu'on comprend leur historique et leur manière de fonctionner, leurs outils et leur passé. Et souvent, d'ailleurs, c'est un conseil, c'est temporaire ou vraiment minime. Il faut synchroniser, il faut que ce soit pour un petit passage. Alors, je sais que généralement, quand on fait un truc temporaire dans une entreprise, ça devient vite plus temporaire, mais il faut essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible de ces synchronisations entre les outils. Et ça permet aussi de choisir ses batailles. C'est-à-dire que si on met en place de l'agilité, c'est génial, on a réussi à le faire, mais qu'on force un peu trop parce qu'on ne s'intègre pas dans les outils de la société avec les KPI et tout ça, du coup, on risque de perdre toute l'agilité parce qu'on n'a pas voulu le faire correctement, correctement suivant les guidelines de la société, alors qu'en fait, il suffisait de faire une petite synchro et voilà. Donc je vous conseille d'y réfléchir un peu. Il y a plein d'outils qui existent, il y en a un assez récent qui s'appelle Webhooks, qui permet de faire communiquer des outils ensemble via des API web. Il y en a un qui est dédié uniquement aux aspects Microsoft vers d'autres univers qui s'appelle TFS Sync Toolkit. Il y en a d'autres et très souvent on finit par une intégration native. On va écrire du code en utilisant les API des différentes plateformes. Ça veut dire que c'est du code à maintenir, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu, il faut essayer d'éviter. Ah mince, je suis allé trop loin. Donc comment ça marche avec Trello? Alors déjà Trello pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que sur ça il n'y a pas de fonctionnalité de ouf. Zoom, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Trello? C'est une liste c'est des colonnes dans lesquelles on peut mettre des choses et on peut passer les choses d'une colonne à l'autre. Donc, c'est très pratique pour l'agilité puisque généralement on fait ce genre de choses-là. Donc, je peux faire ça, ajouter la pub avec des croquettes, je déplace, c'est très simple d'utilisation. Par contre, ça ne concerne que cette partie purement gestion des tâches et gestion des éléments. Ça ne va pas gérer tout ce qui est code, ce genre de choses, ce n'est pas du tout l'objectif de la plateforme. Donc, comment se passe la synchronisation dans Visual Studio Online? Voyez-les par là. Alors, je vous passe les détails de la configuration. Il y a quelque chose qui s'appelle Service Hooks. Et c'est notamment à cet endroit-là qu'on va retrouver ce que je ne vous ai pas montré avant, mais la configuration vers User Voice et la configuration vers Trello également. Et donc, je peux ajouter une configuration. Il y a tout un tas de choses. On peut se plugger à du Jenkins, on peut se plugger donc à du Trello, Webhooks qui permet d'aller du coup vers n'importe quoi. Et puis tout un tas d'autres choses que vous connaissez peut-être. Et notamment, donc pour Jenkins par exemple, c'est dès qu'une build est terminée, ça va les notifier Jenkins. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire qui peuvent être assez intéressantes à ce niveau-là. Une fois que c'est configuré, oui, je vais quitter. À partir du moment où je vais dans la gestion de mon backlog ici, donc l'avantage pour John, c'est qu'il a juste besoin, je vais aller sur Minourégie Team, voilà. Il a simplement besoin il a juste besoin de continuer à faire ce qu'il faisait jusqu'à présent. Il planifie ses éléments. Donc pour l'équipe Minourégie qui est là, il va ajouter des éléments. Donc il va ajouter coucou, parce que j'ai pas d'idée. Et donc quand on fait ça, ça va aller le publier sur Trello ou pas. Alors pourquoi? Telle est la question. J'ai fait une modif juste avant la démo, ce qu'il ne faut jamais faire évidemment. Donc Toto. Voilà. Donc, ah si, le coucou, c'est juste qu'il y avait du temps en fait, pour que ça arrive. Voilà, j'étais trop impatient. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça va rajouter un élément dans Trello qui va contenir beaucoup d'informations, un peu trop à mon goût, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça va ajouter l'élément qui a été créé, son identifiant, et puis il y a un lien vers l'élément dans Visual Studio Online pour avoir le détail si besoin. L'avantage de ça, c'est que les utilisateurs peuvent continuer à utiliser ça dans un premier temps. Les éléments arrivent par là, c'est filtré parce que c'est uniquement les éléments qui correspondent à l'équipe, la Miaourégie du coup, dans Visual Studio Online et c'est synchronisé avec Trello. Donc ça peut être intéressant, même potentiellement pour travailler avec des partenaires. Nous, ça nous arrive de fonctionner dans ce mode-là. Vous avez un prestataire qui bosse sur une petite partie
mais que vous voulez vous piloter à partir de votre outil chez vous, bah, vous rajoutez des choses qui sont dédiées à eux et ça va les synchroniser dans leur outil. Ce qui fait qu'après, ben, dès qu'ils vont faire avancer les choses, vous le verrez chez vous aussi. C'est très pratique pour ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, bah, on a les éléments qui sont créés et on les retrouve de manière très simple à cet endroit-là. Alors, voilà, donc John est content, tout roule, c'est super. Il n'a pas déployé le tank pour tuer la mouche, en tout cas il ne l'a pas fait dès le début, et c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est qu'on peut partir de quelque chose de très simple, et puis progressivement mettre en place les choses, et c'est la bonne manière de faire. C'est exactement comme ça qu'on met en place même la méthode agile, on ne dit pas d'un coup ça y est, paf, on fait du Scrum, ou paf, on utilise un tableau Kanban direct. Ça ne fonctionne pas toujours de cette manière-là, souvent il faut y aller progressivement et dire on va commencer par faire ça, puis ça, puis ça, et c'est toujours plus facile à mettre en place qu'un effet Big Bang. Du coup, il a mis à jour ses outils au fur et à mesure dès qu'il en avait le besoin. Et encore une fois, c'est ça que je pense qui est intéressant. Donc, il faut pas. Il y a plusieurs retours que je peux vous donner, mais que vous avez certainement aussi en tête. Première erreur à ne pas faire, c'est mettre en place un outil, et voilà. Les gens vont l'utiliser. Et on envoie un mail, l'adresse du nouvel outil est là. Et on espère qu'ils vont l'utiliser. Ça, il y a 150% de chances que les gens ne l'utilisent pas. Et 150%, vraiment. Parce qu'il y a des gens même qui, du coup, vont en utiliser un autre. Vont mettre en place un autre juste par esprit de contradiction. Donc il faut accompagner les gens, il faut leur montrer comment ça marche, que c'est facile, que ça ne va pas les bloquer, que ça ne va pas les gêner dans leur manière de travailler, que ça correspond à ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Et donc du coup, il faut les former d'une certaine manière. Quand je parle de formation, c'est peut-être un peu trop, carré, enfin ça donne une notion un peu trop scolaire. Ce n'est pas forcément une formation dans une salle où on fait un exercice particulier, c'est un coach en fait qui vient et qui va les expliquer, ça peut être quelqu'un de l'entreprise, c'est souvent ça qui est mieux. Il faut y aller progressivement et puis surtout, il faut écouter les feedbacks, il faut faire ce qu'on fait en agilité en fait. Il ne faut pas hésiter à faire des rétrospectives sur la mise en place de l'outil pour savoir si des choses qu'il faut changer, qu'il faut enlever, qu'il faut améliorer. Et surtout, il y a quelqu'un dans l'entreprise ou dans l'équipe qui doit comprendre l'outil et limite le maîtriser. Donc à la limite, cette personne-là va faire une formation, suivre, voir comment ça fonctionne pour bien comprendre les tenants et aboutissants de l'outil. Et c'est cette personne-là qui potentiellement va coacher les gens, mettre en place les choses et faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, donc si vous avez des questions potentiellement, je suis prêt à y répondre. Je sais que je suis entre vous et la pause, donc si vous voulez aller prendre un café, on peut aussi discuter autour d'un café, je vais rester un petit peu là-bas. Et voilà, merci pour votre écoute, si vous n'avez pas de questions, et sinon, je vous en prie.